Et alors, pour moi, ça, c'est la dernière image qui est sortie d'Osiris. Celle-là est absolument époustouflante. On ne sait plus très bien où est le haut, où est le bas. On ne sait plus si c'est horizontal ou vertical. On a des crêtes de montagne ici qui sont incroyables. Et quand on se promène par ici, on a des effets d'ombre où on voit bien les blocs. Et on a une espèce de descente vertigineuse. Alors je dis descente, mais c'est peut-être que la verticale n'est pas du tout celle qu'on croit. Où est la verticale de ces surfaces? Attendons que les modélistes, ceux qui font la modélisation du champ de gravité, nous donnent la réponse. Mais je trouve cette image absolument étonnante. Vous imaginez que ce n'est pas très simple de se poser là-dessus. On est à quelle altitude? Là, cette image date de ce week-end, et on est à 50 km. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une image Osiris-NAC. Parce que parfois, on ne sait plus très bien si c'est une image Osiris-NAC ou une image NAFCAM. Mais voilà. Et quand on commence à regarder, à faire de la géomorphologie, c'est très primaire, mais ça vaut ce que ça vaut. Donc au premier plan, c'est le corps, et oui, c'est ça, ou l'inverse d'ailleurs. Et au deuxième plan, entouré de bleu, c'est la tête. Et donc, voilà, donc les gens d'Osiris ont délimité des zones sur un critère strictement morphologique. Il n'y a pas de minéralogie là-dedans. La minéralogie, on ne la connaît pas encore. Il faut attendre que Virtis sorte des spectres. Pour l'instant, Virtis n'a peut-être fait des choses, mais il n'a encore rien dit. Donc c'est strictement, à la vue des images, ils ont délimité des zones. Voilà, donc c'est un peu un objet d'étude. Et j'en arrive à Philae, pour terminer. La cerise donc sur un gros gâteau, un gâteau de 3 tonnes. Alors Philae, le schéma tel qu'il aura lieu le 11 novembre, c'est celui qui est représenté ici. On est sur une orbite qui doit être d'environ 10 km, et en fonction du site qu'on aura choisi, et patati et patata, on va envoyer une télécommande à Rosetta, et tout sera automatique. C'est-à-dire que la zone qui s'appelle manœuvre, où on va partir en ce que j'appellerais rascaillou, c'est-à-dire partir pour faire un survol à environ 2,5 km d'altitude. C'est ça, c'est la demande de Philae, hein, c'est d'être largué à 2,5 km. Alors pourquoi on ne veut pas être largué de plus haut? Parce que, comme je vous l'ai dit, la comète est beaucoup plus grosse, plus lourde, et donc la gravité est plus forte, et donc notre vitesse d'impact va être plus importante que Virtanen. Et la crainte, c'est que notre train d'atterrissage ne tienne pas le choc, et donc s'écrase. Et on aimerait bien pas trop casser du matériel. Vous me direz, s'il est écrasé, si on est bien ancré dans la comète, on peut travailler. Mais on n'aime pas trop casser. Donc c'est pour ça qu'on demande d'être largué à 2,5 km d'altitude. Et plus on est largué bas, plus évidemment l'ellipse d'erreur sera petite. Aujourd'hui, l'ellipse d'erreur est de 1 km de diamètre. C'est énorme. Et l'ellipse d'erreur vient pour l'essentiel de l'incertitude de la trajectoire de Rosetta, compte tenu des perturbations liées à son activité, liées au gaz résiduel, liées à tout ça qui n'est pas bien connu encore maintenant. On espère que l'ESOC va pouvoir réduire cette barre d'erreur et donc avoir une ellipse qui descende à moins de 500 mètres, voire 300 mètres. Mais pour l'instant, on en est là. Et donc on fait cette trajectoire bleue en rascaillou, celle-ci, et à un moment donné, eh bien on largue Philae par l'arrière. C'est-à-dire qu'on avance et on largue Philae pour que la vitesse de Philae, la vitesse horizontale de Philae, soit exactement la vitesse horizontale du point où il va se poser. Je rappelle, la comète tourne sur elle-même, donc elle a une vitesse horizontale. Donc il faut qu'on lui donne exactement cette vitesse, et il faut que les 3 pieds soient parfaitement parallèles à l'endroit où il va se poser 6 heures après. La trajectoire peut durer 6 heures, ce qui est énorme. Alors, petit détail, c'est pour ça qu'il y a écrit 9 heures, et c'est évident, mais je le dis, on va se poser le matin de la comète. Parce qu'on veut vivre une journée cométaire. Si on arrive et que c'est la nuit, ben, on a l'air un peu idiot. On va dire, excusez-nous, on va attendre que le soleil se lève. Donc, on va atterrir le matin, bien sûr. Donc, on aura environ 6 heures de matinée, pas de jour, peut-être 7, peut-être 8. On va, je vais déjà le dire, le site d'atterrissage, il ne sera pas 100% au soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a des expériences qui veulent avoir un cycle jour-nuit pour faire des mesures
de constante thermique pour voir comment le sol réagit au cycle diurne. C'est une information très intéressante pour savoir si c'est un sol rocheux et compact qui va avoir une forte inertie thermique ou si on a un rigolite qui, lui, va se refroidir instantanément. S'il y a une couche de poussière, comme je dis souvent, si vous ne voulez pas avoir froid la nuit, allez pas dormir sur la plage, mais allez dormir sur le rocher. Le rocher, il va rester chaud toute la nuit. Sur la plage, le sable, il va très très vite être froid. Donc c'est pareil. Là, dès que la nuit tombe, si vous avez une couche de poussière, le sol devient très vite froid. Et on va plutôt atterrir à l'équateur et pas au pôle, parce qu'on veut avoir cette alternance. Et en termes de trajectoire, c'est préférable. Alors bon, là c'est un document de travail qui est d'ailleurs en mauvaise résolution, mais vous comprenez qu'on survole de la droite vers la gauche cette fois, et on largue Philae vers l'arrière pour ralentir sa vitesse, encore une fois, sa vitesse horizontale qui doit être nulle par rapport à la surface. Et ensuite, il descend comme une pierre. C'est une descente balistique. La seule chose qu'on a à bord, c'est une roue à inertie qui nous garantit que notre attitude, on ne veut pas que Philae se mette à tourner sur lui-même. Ça serait une catastrophe. Donc on veut que Philae conserve la même attitude par rapport à la surface. Mais on n'a rien d'autre, sauf que, et c'est écrit, descente thrust là, optional, il y a écrit. En fait, on a la possibilité d'actionner au sommet de Philae, on a un propulseur à gaz froid. Ce propulseur à gaz froid, il a une fonction vitale, c'est qu'au moment où on se pose, on va rebondir. Donc au moment où on se pose, automatiquement, le gravimètre qui détecte le contact actionne le propulseur pour nous plaquer au sol. J'y reviendrai. Mais on peut éventuellement activer ce propulseur au milieu de la descente pour finalement accélérer la descente et avoir une trajectoire plus tendue, c'est-à-dire une trajectoire qui sera plus courte. Mais à l'arrivée, on aura une vitesse importante. Donc, et comme on essaye d'être le plus robuste possible, on va éviter, tant faire se peut, d'activer ce système. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il marche. Et en plus, on n'a pas envie qu'il marche pour nous accélérer, et ensuite qu'il ne marche pas pour nous plaquer au sol. Alors là, ça serait une catastrophe. Donc on veut vraiment l'utiliser uniquement pour le plaquage final. Et donc on ne veut pas trop... Voilà, donc là vous avez la face supérieure de Philae. Le propulseur, il est ici. Et là vous avez des tas de panneaux solaires, parce que, j'y reviendrai, Philae a une perspective de longue durée, donc avec une énergie solaire. Et ça, c'est deux systèmes d'antennes plates. Ah ben vous ne le voyez pas, c'est tellement sombre. En fait, c'est des antennes plates, on le verra tout à l'heure, pour communiquer avec Rosetta. Donc là, sur l'image, en fait, on vient de larguer Philae, en fait. On voit la comète entre Philae et Rosetta. Et après, voilà, donc Philae descend, ça c'est des images de l'ESA, bien sûr. Et alors, au moment où on se pose, je l'ai dit, on active le système anti-rebond. Et simultanément, vous le voyez un petit peu en rouge, en dessous, il y a deux harpons rouges, deux pour des histoires de redondance encore, qui doivent être activés avec des pyros. Et les harpons, je crois que je l'ai mis là, le harpon. Bon, vous le verrez tout à l'heure. Le harpon, c'est une espèce d'hameçon qui va s'enfoncer dans le sol et ensuite on tend un câble et on s'accroche au câble. Mais on ne sait pas si le sol est dur, on ne sait pas si le sol est mou. Donc je crois que le câble fait jusqu'à 3,50 m, donc on peut aller jusqu'à un sol très mou, mais on peut être sur un sol très dur. Donc l'important c'est qu'on s'accroche. On verra tout à l'heure, il y a aussi des vis au bout de chaque pied du train d'atterrissage. Ces vis ne sont pas vraiment... c'est du vissage naturel, c'est-à-dire que c'est au moment où on se pose que la vis va s'enfoncer dans le sol en tournant. On espère que ça va nous tenir un petit peu, mais bon, c'est probablement pas extrêmement efficace. Par contre, ça évitera le dérapage latéral. C'est surtout les harpons qui doivent nous tenir au sol. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que Philae fait 100 kg, mais sur la comète, Philae va faire quelques grammes. Ça veut dire qu'au moment où le drill va toucher le sol, c'est Philae qui va se soulever. D'où la nécessité d'avoir les harpons qui nous ancrent. Sinon, on va retrouver avec Philae au-dessus de la surface.
Bon, là, vous voyez des surfaces cométaires. Bon, celle-là est particulièrement, je pense, peu représentative de ce qu'est une vraie surface cométaire. Mais bon, ça, c'est une image qui est assez ancienne. Mais on voit cette espèce de smog, de poussière. Alors oui, ça, c'est juste pour vous montrer. C'est la dynamique de l'atterrissage en 6 images. Donc, c'est pas un film, malheureusement, mais je vais vous le faire à la main. Donc, voilà à quoi ressemble un atterrissage avec rebond. On n'est pas à l'abri d'avoir ce type de rebond en gravité extrêmement faible. Et une autre particularité qu'on ne voit pas ici, c'est que cet axe vert est un amortisseur. Et donc au moment où on se pose, toute la caisse, qui est l'essentiel des 100 kg, va s'enfoncer pour amortir le choc à l'atterrissage. En fait, c'est un engin très sophistiqué. Un peu trop à mon goût, c'est du design allemand. Le train d'atterrissage est très complexe, Philae tourne sur lui-même, il peut même s'orienter. Enfin bon, tout ça, on n'était pas très content au début parce qu'on trouvait que c'était trop compliqué. Je peux vous dire, le train d'atterrissage a failli ne jamais voler parce que le concepteur, M. Rosenbauer, n'arrivait pas à le faire. Donc il a fallu que l'ESA fasse fabriquer un train d'atterrissage de secours plus simple. Bon, et finalement, il l'a livré en temps et en heure, et c'est bien celui-là. Donc tout ça est très complexe, mais maintenant qu'on est là, on va essayer d'utiliser. Voilà à quoi ressemble le harpon. Et la partie ancrage, donc c'est un hameçon, quoi. Voilà. Alors, si c'est extrêmement mou, malheureusement, ça pourrait ne pas tellement bien s'accrocher. Ça, on verra. Et voilà les vis du train d'atterrissage dont je vous parlais. Et celles-là, c'est naturellement qu'elles vont s'enfoncer dans le sol. Alors les pieds bleus, verts, un peu, que vous voyez en bas, ça, c'est bon, c'est un effet mécanique, mais c'est aussi c'est des sondes de température. Donc, cet engin est extrêmement instrumenté, puisqu'il a 10 expériences à bord. C'est très complexe, trop à mon goût. Je vais arrêter de le dire. Mais voilà, il y a 10 expériences à bord, et tout ça, si ça marche très bien, évidemment, ça sera pour le grand bénéfice des scientifiques. Alors là, vous voyez bien les harpons, qui sont les 2 points rouges. Donc la tige, c'est le drill. Et le drill, c'est l'Italie qui a fait ce drill. C'est le même, pas le même. C'est presque le même que celui d'ExoMars. Sauf que nous, on n'a qu'une tige. On ne va pas rabouter des tiges pour descendre à 2 mètres. On a une tige qui fait, je crois, un peu plus de 50 cm, peut-être 60 ou 70. En gros, on espère forer à une vingtaine de centimètres. On ne sait pas très bien où sera le sol, parce que si le sol est tout mou, on va se retrouver tout près du sol. S'il y a un creux sous le train d'atterrissage et que le sol est dur, on espère qu'on pourra toucher le sol. Donc on a une petite marge de manœuvre, mais elle n'est pas très très importante. Là, vous avez à gauche une des antennes de Concert. Et donc Concert, c'est un instrument qui est sur les deux engins. Donc voilà les antennes plates de communication. Et ça, c'est une fourniture du CNES. Là, on voit les caméras panoramiques il y en a sur chaque face, tout autour. Et une double caméra, donc stéréo ici. On aura un champ de 60 degrés stéréo et le champ complet 360 degrés du paysage, qui j'espère va être très beau. Ça, c'est une sonde Mupus, je crois, si je ne me trompe pas. C'est pour faire des mesures, justement, c'est ce type d'instrument qui souhaite un cycle jour-nuit pour mesurer comment le sol se refroidit, se réchauffe. Ça, c'est un instrument que vous connaissez bien, puisque c'est un APXS, le même que sur Sojourner, sur Opportunity, il y en a même un sur Curiosity. C'est un APXS. Donc on a des systèmes qui se déploient. Et l'une des stratégies qui est en œuvre, ça c'est un magnétomètre en haut qui se déploie également. Et ça va être de savoir si on va autoriser le déploiement de ces appendices, parce que dès que les appendices, par exemple Mupus, s'est planté dans le sol, on ne peut plus tourner. Or, on a la capacité de tourner sur notre axe, et la question qu'on se pose, et qu'on va se poser au vu du premier panorama qu'on aura, c'est est-ce qu'on considère que ça va, ou est-ce qu'on estime qu'on est dans une position qui n'est absolument pas favorable, et est-ce qu'il faut absolument mettre les panneaux solaires vers le soleil? Vous voyez qu'on a 4 faces, le sommet, mais la face du drill n'a pas de panneau solaire. Donc si cette face se retrouve face au soleil, c'est la pire des configurations. Donc on veut avoir le dos vers le soleil pour avoir le soleil qui va passer tout le long à l'est, au sud et à l'ouest, si on est à l'hémisphère nord, bien sûr. Donc il va se poser une question, et c'est la seule opération qui va se produire sur Philae.
rien que celle-là est très complexe à mettre en œuvre, c'est est-ce qu'on tourne ou est-ce qu'on ne tourne pas. C'est à peu près la seule action qu'on aura pour la première séquence de Philae. Alors, parce qu'en fait, il y a deux séquences. Philae a deux vies. La première vie, c'est, aujourd'hui, le chiffre, il y a 10 ans, on disait qu'on allait vivre 5 jours. Bon, aujourd'hui, le chiffre, c'est 2 jours et demi. Vous allez me dire, on a perdu la moitié. En fait, c'est qu'on a pris des marges et on ne sait plus très bien. On a une pile. Et cette pile, elle contenait 1300 Wh. L'avantage d'une pile par rapport à une batterie, c'est que ça contient beaucoup plus d'énergie par kilo embarqué. La batterie de votre voiture, c'est très lourd. C'est rechargeable. La pile, c'est pas rechargeable. Par contre, on peut mettre beaucoup plus d'énergie dans une pile. D'ailleurs, les piles spatiales sont des piles très dangereuses qui peuvent exploser tellement elles sont pleines d'énergie. Donc la pile fait 1000 Wh. Enfin, 1300 au départ, on se dit qu'on a perdu 30%, on doit avoir 1000 Wh. Et ça va faire ce qui s'appelle la First Science Sequence de 2 jours et demi, qui va être automatique et qui va répéter une séquence avec probablement 2 forages. Et puis tout le reste, panorama, APXS va tourner, Mupus va fonctionner, Romap va, etc. Enfin, toutes les expériences vont fonctionner, mais on va avoir 2 forages, 2 échantillons, et à chaque fois, les échantillons vont aller dans les instruments de type spectrométrie de masse, qui s'appelle COSAC, ou Ptolémée, qui est un autre spectromètre de masse, on verra tout à l'heure. Et on va jusqu'à épuisement de la pile. Et quand la pile est épuisée, la First Science Sequence s'arrête. Et, petit détail, Rosetta considère que Rosetta n'est plus... Nous sommes prioritaires au moment de ces 2,5 jours, qui vont démarrer le 11 novembre, donc du 11 novembre au 12, 13, 14, le 14 novembre, peut-être 15, on verra. Donc dès que cette séquence-là est terminée, Philae va pouvoir revivre, grâce à ses panneaux solaires, pour charger cette fois une batterie. Mais cette batterie, elle ne pourra nous charger que 100 Wh. C'est-à-dire le 10e de la pile. Donc on aura, et il faudra probablement une semaine pour charger la batterie. Donc on pourra, à l'échéance typiquement de la semaine, faire fonctionner une expérience à la fois. Et en plus, on est plus prioritaire par rapport à tous les instruments de Rosetta. Donc, de temps en temps, une télécommande sera envoyée à Philae et on lui dira, vas-y, fais un forage, mets l'échantillon dans le COSAC, et je pense que rien que ça va épuiser totalement la batterie. Et ensuite, voilà, vous avez compris. Et ça, c'est la long-term science qui pourrait durer jusqu'au mois de mars. Donc on pourrait comme ça tenir novembre, décembre, janvier, février, mars. On pourrait tenir 5 mois. Alors la question qui vous brûle les lèvres, c'est pourquoi mars? En fait, la réponse, c'est que, et ça m'a beaucoup étonné, mais c'est ce qui m'a été dit par M. Ilamec, c'est que Philae devrait mourir de chaud. C'est bizarre, une comète c'est très froid, hein, c'est de la glace. Mais non, on va mourir de chaud. Donc mars, c'est au moment où on sera à une certaine distance du Soleil, où la température sera telle où on devrait mourir. Bon, à mon avis, on ne mourra pas si vite, mais on devrait pas atteindre le périhélie. Bon, alors là, c'est un schéma très compliqué. Vous voyez des F. F, ça veut dire France. D, ça veut dire Allemagne. Donc, c'est essentiellement du franco-allemand. Donc, les 2 expériences françaises, c'est les caméras Shiva et Concert. Les Britanniques, c'est Ptolémée. Donc, alors, Ptolémée, c'est quoi? COSAC, c'est un spectro de masse classique, hein, GCMS, gaz chromatographie mass spectrométeur. C'est ça qui va nous mesurer tout ce qui est volatile et notamment la composante organique devrait être obtenue par COSAC. Si COSAC ne fonctionne pas, c'est quand même une grosse perte. Alors Ptolémée est un autre spectromètre de masse, mais qui va faire une chose assez curieuse, qui va faire de la combustion. Ça veut dire qu'on va cramer l'échantillon et on va transformer tout le carbone en CO2. Donc on perd la composition chimique, moléculaire. Par contre, tout ce CO2 va nous permettre de mesurer C12O2 sur C13O2, par exemple. Donc on va mesurer les rapports isotopiques C12, C13 à travers C12O2, C13O2 par spectrométrie de masse. Donc c'est ça, et on fera différentes mesures isotopiques, mais Ptolémée perd totalement les molécules et donc la composition moléculaire. L'APXS, bon, vous savez ce que c'est de l'analyse élémentaire par une source radioactive. Concert, c'est le sondage. ROLIS, c'est la caméra de descente. Il y a donc... ça, c'est le résultat un peu politique de l'arrivée des Français sur Philae.
C'est-à-dire que nous, on est arrivé avec notre panorama, et les Allemands avaient déjà prévu une caméra de descente, donc le compromis, c'est que les Allemands ont maintenu leur caméra de descente, et nous, on a rajouté nos caméras panoramiques. Et Sésame, qui est une mesure géophysique, ainsi que Mupus, dans Sésame, il y a... alors, je ne sais plus où est... C'est Romap, je crois, où il y a le... Oui, c'est Romap, où il y a un magnétomètre. Donc, on va mesurer, voir s'il y a un champ magnétique sur la comète. Et Mupus, donc c'est des mesures de constante diélectrique, de mesures thermiques, des mesures de géophysique, typiquement. Bon, là, on retrouve à peu près tout le monde. SD2, c'est le drill, mais vous avez la même suite. Bon, ça, c'est encore une fois, c'est un outil de travail, mais vous avez les champs des caméras de Shiva. Donc, encore une fois, seul ce champ-là est stéréo sur cette face, et vous avez une caméra qui va donner ce champ-là, la caméra ici, là un autre champ, etc. Et on va avoir un champ complet de 360 degrés. Et c'est ça qu'on devrait voir à la Cité des Sciences quand le panorama sera diffusé sur le net et pour le monde entier. Donc évidemment, ça sera la grande surprise et la grande attente surtout de Philae. Bon, le drill, c'est l'Italie qui a fabriqué ce drill, qui s'appelle SD2. Comme je l'ai dit, c'est un petit peu en plus, en simplifié, c'est un petit peu la version simplifiée du drill d'ExoMars avec essentiellement une tige. Et alors c'est une tige et au bout de la tige, il y a un système pour attraper l'échantillon au bout de la tige. Donc il y a quand même un mécanisme un peu compliqué. Et ensuite, en gravité nulle, c'est très complexe. Comment on met cet échantillon dans un petit four? On ne peut pas le laisser tomber. Donc il faut vraiment qu'il y ait des systèmes, on se prend les choses par la main, sinon... Si vous le mettez sur un support, au moindre choc, pouf, l'échantillon, il s'envole. Donc, il sort de votre support. Donc, vous ne pouvez rien faire sans tenir réellement l'échantillon. Donc, voilà, la manipulation de l'échantillon en gravité quasiment nulle, c'est quelque chose d'assez complexe. Alors, CONCERT, c'est ces fameux radars français qui a été fait historiquement par le service d'aéronomie, qui s'appelle le LATMOS aujourd'hui. Mais c'est Kaufmann, à Grenoble, qui en est le responsable scientifique. C'est un cas sans précédent. Qu'un laboratoire fait une expérience pour un membre qui n'est pas du laboratoire, ça, je ne connais pas beaucoup d'expériences comme ça. Donc le principe, c'est que l'orbiteur envoie une onde, cette onde traverse le noyau. D'ailleurs, j'ai une image, voilà. Là, bon, cette partie bleue qui n'est pas très jolie, c'est en fait la coupe du noyau. Donc le principe, c'est que l'orbiteur tourne autour de la comète, et émet une onde radar qui passe à travers le noyau, Philae la reçoit, la réamplifie, c'est un transpondeur, et la renvoie. Mais entre-temps, ce qu'il faut imaginer, c'est que l'orbiteur, lui, il tourne. Donc en fait, on fait une coupe. Et comme ensuite l'orbiteur et la comète vont tourner eux-mêmes, on va faire comme ça toute une succession de coupes, ce qu'on appelle une tomographie. On va faire une grande succession le but étant de connaître l'histoire de la comète, l'histoire de sa formation, savoir si c'est un Hubble pie, c'est-à-dire une accumulation de blocs qui sont collés à vitesse lente, ou si c'est un intérieur très homogène, constitué de petits grains. Évidemment, c'est deux histoires différentes pour la comète, qui sera très important. Alors, les sites d'atterrissage. Donc, les sites d'atterrissage, ça se passe le week-end. Vous allez me dire pourquoi? Le week-end, tout le monde est disponible, c'est bien, personne ne travaille. Donc ça s'est passé, moi j'étais en vacances, donc j'y étais pas. C'est pas bien de dire ça, hein, mais c'est vrai. J'étais en plus dans un endroit très compliqué pour atteindre Toulouse. Ça s'est passé à Toulouse parce que c'est à Toulouse que, à travers le SONC, au CNES, qu'on s'occupe de cette question. Et il y avait quand même 60 personnes. Donc c'est beaucoup de monde. Les gens de l'ESOC, les gens de Philae, les responsables des instruments, notamment d'Osiris, pour les images, les gens de Virtis, etc. Et on va se retrouver ce week-end, donc je pars demain soir, à nouveau le week-end, samedi et dimanche, on sera même 70 ou 80. On aura les données de Virtis, les données d'Osiris, y compris, toutes les données disponibles seront montrées, pas au grand public, mais montrées pour l'équipe. Et le principe, ça a été de déterminer, ça c'était le 23 août, donc 5 sites d'atterrissage. D'où les lettres bizarres A, B, C, I, J.
C'est pas un classement, c'est simplement que le D, le E, le F, ils ont été éliminés. Il y en avait 10, puis il y en a 5 qui ont déjà disparu. Et c'est parmi ces 5 sites qu'on va devoir choisir le week-end prochain le site d'atterrissage nominal et son backup. Au cas où les OC disent « Attendez, on a un problème, on ne peut pas aller là finalement. » On aura un backup, on aura une solution de secours. Alors, voilà les 5 sites correspondants. Donc il y a les lettres A, B, C, J. Et vous avez chaque image du bas, c'est la taille de l'ellipse d'erreur. Donc aujourd'hui, notre ellipse d'erreur couvre tout ça. Et cette image que je suis en train de vous montrer, c'est des blocs de 10 mètres au milieu. Donc, si on tombe sur le bloc, on est probablement mort. Et on a probablement des falaises qui doivent faire 30 ou 40 mètres de haut, là. Donc évidemment, si on tombe sur le flanc de la falaise, on va avoir du mal. Donc c'est compliqué. On vit dans un monde compliqué. Et alors, quels sont les critères? Les critères, bien évidemment, c'est la planéité. Parce que parce qu'on n'est pas capable de viser à mieux que le kilomètre aujourd'hui, peut-être un peu mieux tout à l'heure. Premier critère. Deuxième critère, c'est le fait qu'il existe une trajectoire possible, avec des contraintes liées à la trajectoire de l'orbiteur lui-même. Or, tout n'est pas accessible. Notamment, je crois que le coût n'est pas accessible. C'est surtout lié au troisième critère. Le troisième critère, c'est qu'on veut que le paysage soit dégagé. Parce qu'on veut que Rosetta soit le plus longtemps dans le ciel pour communiquer avec Philae. Si on se retrouve entre deux montagnes, on verra Rosetta très peu de temps. Et donc, on va avoir des problèmes de communication. Et ça explique pourquoi il n'y a aucun site dans le coup. Parce qu'on se retrouverait vraiment au creux d'une vallée. Et ça, c'est pas possible. Troisième critère. Alors le quatrième critère, oui, il y en a un, je ne l'ai pas dit dans la trajectoire, c'est qu'il faut que la durée de la descente soit la plus courte possible. Pour deux raisons. La première, elle n'était pas évidente, c'est que la pile commence à consommer pendant la descente. Et Concert va fonctionner pendant la descente. Donc évidemment, on veut faire des choses. Rollis va fonctionner pendant la descente, puisque c'est la caméra de descente. Mais on ne veut pas non plus vider notre pile pendant la descente. Donc il ne faut pas non plus que la descente soit trop longue. Une descente de 12 heures serait beaucoup trop importante. Donc aujourd'hui, au-delà de 6 heures, ça commence à être un peu long. Après, on peut se dire que s'il y a des risques d'attitude, plus ça sera long, plus ça sera dangereux, et plus l'ellipse d'erreur va être grande. Donc voilà, ça c'est pour la durée. Et alors là-dessus, il y a un autre critère qui lui est scientifique. C'est d'ailleurs l'un des lead scientists, c'est Bibring, qui l'a très vite mis en avant, et je crois qu'il a tout à fait raison. C'est de dire, ayons au niveau du site d'atterrissage la plus grande diversité de terrain. Je dirais visible par la caméra Shiva, et Rollis pendant la descente. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'on ait un terrain pas trop homogène, mais qu'on ait une diversité, parce que la diversité est plus riche et scientifiquement plus intéressante que si on avait un terrain trop monotone. Je dirais l'exemple, c'est le site d'Opportunity, quand on voit ce champ de plaine, enfin de poussière, où Opportunity a mis 1 an à descendre, c'était boring, comme disent les Américains. C'était très ennuyeux, il ne se passait rien. Donc on veut avoir de la diversité. Voilà, donc ça c'est encore une image à haute résolution d'un des sites avec ces blocs. Alors là on pourrait se dire, mais on dirait que c'est le fond d'un lac. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais eu d'eau liquide sur une comète. Il n'y a jamais eu d'atmosphère. Alors pour de l'eau liquide, il faut de l'atmosphère. L'eau n'est pas stable sous vide. Donc c'est un effet de la résolution d'image. Cette image est probablement a déjà été encore à peut-être 3-4 mètres par pixel. Donc ce qui s'apparente à une surface un peu ondulée comme un fond de lac n'est probablement pas ça du tout. Quant à cette ride ici, pour l'instant on ne sait pas très bien ce que c'est. Il y a des choses encore très mystérieuses Alors moi j'aime beaucoup cette image parce qu'elle est prise en ombre rasante. Vous la voyez pas très bien malheureusement, mais les ombres montrent le relief. Et c'est là où on a pu établir que sur cette comète, il y a des falaises de 100 mètres de haut. Donc c'est quand même un endroit pas extrêmement simple pour se poser. Et ça se voit assez bien sur l'image. Bon, ça c'est encore un site.
Voilà, ben ça c'est ma dernière image. Et c'est juste pour vous rappeler que tout ça, cet événement-là, c'est le 11 novembre. Donc c'est à ce moment-là que